Alors, chers élèves, commençons par un petit exercice de mémoire, juste pour rappeler que dans notre séance précédente, il était question d'explorer ensemble les origines et la spécificité de la réflexion philosophique. Nous nous sommes appuyés sur un court passage d'un texte de Jean-Pierre Vernant. Et dans ce passage, on pourrait dire que nous n'avons pas été tout à fait satisfaits parce que, à la question où commence la philosophie, on n'a pas eu en tant que tel une réponse positive. Et donc, le texte en réalité n'a qu'une valeur méthodologique, dans le sens où ce qu'il nous apprend, et qui est d'un grand intérêt d'ailleurs, c'est comment aborder la question de l'origine de la philosophie, et plus généralement, comment aborder ce problème de l'origine pour ce qui concerne tous les objets. On avait dit que tout dépend de la nature de l'objet, car si un objet habite l'espace et le temps, c'est-à-dire lorsqu'il est historique, évidemment, lui chercher une origine consisterait à chercher dans le temps et dans l'espace où pour la première fois il est apparu. Mais si l'objet n'est pas de cette nature-là, par exemple une idée ou une valeur humaine, évidemment là nous n'avons pas affaire à un objet de type historique. Par conséquent, s'il faut lui chercher une origine, il faut procéder autrement. Et nous avions dit par la voie logique ou par la voie psychologique. Il se trouve que la philosophie, sur ce plan, est assez ambiguë puisque on ne peut la réduire à une activité proprement historique de ce point de vue-là. On ne peut non plus dire que c'est une discipline tout à fait intemporelle. En réalité, elle tient à la fois de l'histoire et j'allais dire de l'intemporel. Dans le sens où les questions que la philosophie soulève sont des questions de tout le temps, de toute société qui habite tout homme, quelle que soit son époque, quel que soit le lieu, alors que les réponses qu'on apporte à ces questions-là sont très relatives et souvent dépendent de l'évolution, dépendent des sociétés, des cultures, bref, tout ce qui fait la spécificité de l'homme et qui le distingue des autres hommes d'ailleurs. Donc, c'est parce que la philosophie se présente sous cette double nature que lorsqu'on lui cherche une origine, on est obligé, ou en tout cas il est d'un grand intérêt, d'explorer à la fois l'histoire et aussi voir si la philosophie ne commence pas par un certain état d'âme de l'homme, un état d'esprit, que Socrate qualifiera dans le tête d'étonnement. Chez Descartes, on parle de doute. Chez d'autres, on utilise la notion de rupture. Et la tendance est de dire que la philosophie ne continue pas le discours commun. Elle adopte toujours une position de rupture par rapport à ce qui est déjà là. Et c'est là où elle commence justement. Alors, pour résumer, nous allons tout simplement citer Jean-Pierre Vernant qui dit qu'il y a deux questions auxquelles il faut répondre. Où, quand et dans quelles conditions socio-historiques elle est apparue. Et l'autre question, qu'est-ce qu'elle est? Ce qui pose la question de l'identité de la philosophie. C'est par là, donc, un moyen, tout simplement, de définir la philosophie
de lui conférer certains caractères qui la distinguent des autres domaines du savoir. Aujourd'hui, nous allons définir la philosophie par l'étymologie. C'est ça un peu notre projet. Mais pour ce faire, on ne va pas nous contenter aussi d'une leçon déjà bien mûrie à la maison. Nous allons nous appuyer sur un texte de Platon, j'allais même dire un dialogue de Platon, appelé le banquet. Un dialogue qui est consacré à la définition de l'amour, vocable que l'on retrouve dans la notion de philosophie. Il semblerait que c'est Pythagore qui a forgé ce mot de philosophie, que l'on définit couramment comme l'amour de la sagesse. On dit aussi que lorsque certains l'appelaient le sage, il déclinait pour dire que lui, il n'est pas un sage, car seuls les dieux sont sages. Il n'est qu'un amant de la sagesse. Par là, il semble affirmer que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse tout simplement, et non pas la sagesse accomplie. Dans une certaine mesure, c'est un peu ce que l'on retrouve dans l'étymologie. Mais évidemment, il y a à s'interroger sur cette notion d'amour et sur cette notion de sagesse, pour bien comprendre ce que signifie l'étymologie d'abord. On a eu à dire en effet que la philosophie a cette spécificité de réfléchir sur elle-même, de toujours revenir, n'est-ce pas, sur son origine pour se situer. Donc, qu'est-ce qu'elle est? La réponse proviendrait de l'analyse de l'étymologie. Et on pourrait même croire que la philosophie, en réalité, n'a pas beaucoup de définitions ou plusieurs définitions. Il y a certains nihilistes qui disent qu'elle n'a même pas de définition. Et finalement, on ne comprend pas, car lorsqu'on dit qu'elle n'a pas de définition, après on avance qu'elle aurait plusieurs définitions, un esprit ordinaire ne comprendrait pas tout à fait et immédiatement, n'est-ce pas, ce genre de propos-là. En réalité, les autres définitions que l'on retrouve dans les différentes œuvres des philosophes sont toutes, d'une certaine manière, une interprétation de l'étymologie. Et comme dit Hegel, nous sommes d'avis que la philosophie est une seule. Mais cette unité de la philosophie ne peut être cherchée en tant que telle dans l'histoire, surtout lorsque celle-ci est jalonnée par des réponses que les uns et les autres apportent aux questions philosophiques en fonction de leur convenance, en fonction de leurs intérêts, n'est-ce pas, du moment. Donc, pour toujours citer Hegel, quelle que soit la diversité des philosophies, elles ont ce trait commun d'être de la philosophie. Il va même très loin jusqu'à comparer la philosophie à une technique, montrant que celui qui n'a pas appris le métier de ces gens-là qui fabriquent les chaussures, de cordonnier, celui-là ne peut pas prétendre être cordonnier. Car il faut apprendre, n'est-ce pas, cet art-là, il faut apprendre, n'est-ce pas, comment fabriquer une chaussure. Il ne suffit pas tout simplement d'avoir du cuir, d'avoir une aiguille probablement, et du fil. Il faut donc apprendre. Il dit que c'est la même chose pour la philosophie. Il faut apprendre la philosophie. Maintenant, Kant aussi dit d'une certaine manière qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend seulement à philosopher. Mais en réalité, ils ne disent pas des choses opposées, puisque justement, c'est en apprenant la philosophie qu'on apprend à philosopher. On ne peut pas être philosophe
sans apprendre la philosophie telle que celle-ci est présente, n'est-ce pas, dans les différents textes des philosophes, parce que la philosophie, elle est entièrement écrite. Elle n'est pas une matière orale. Il y a eu des moments où précisément on faisait l'oral de philo, mais je crois que ça a été supprimé parce qu'il y avait beaucoup peut-être de subjectivité dans l'évaluation. Donc, l'étymologie est une voie, et peut-être la meilleure pour définir la philosophie. Voilà donc le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour explorer précisément cette définition étymologique. Mais il s'agit d'un texte extrait du banquet. Le banquet, c'est un dialogue. Et comme tel, il y a des personnages qui interviennent. Chaque personnage porte une idée, un point de vue sur le sujet en question. L'idée de banquet évoque dans notre esprit la fête, les réjouissances. Mais cela n'exclut pas du tout la discussion sur un sujet pertinent, sur un sujet d'actualité ou sur un sujet qui préoccupe très généralement l'homme. Et c'est peut-être cela le sens du banquet chez Platon. Il faut aussi comprendre que la philosophie, on le dit souvent, n'est pas utile. Donc elle n'est pas d'une utilité immédiate pour l'homme, parce qu'elle n'aide pas à la satisfaction des besoins naturels de l'homme. Donc c'est une activité au second degré, comme on dit, qui peut-être ne se développe que là où l'homme a satisfait à ses besoins alimentaires, à ses besoins, n'est-ce pas, naturels, comme le dit déjà Aristote. Donc, philosopher dans un banquet, c'est peut-être tout à fait naturel dans l'esprit, n'est-ce pas, du grec, puisque la philosophie elle-même est un loisir et non pas un travail, comme on le dirait, n'est-ce pas, aujourd'hui. Les personnages qui interviennent dans ce passage-là, que je vais, dans le banquet plutôt, dans le texte, dans le dialogue, n'est-ce pas, le banquet, eh bien, il est fixé au tableau. C'est Euryximaque. Euryximaque est une sorte de médecin, comme on l'appellerait aujourd'hui, qui a défini l'amour comme attraction physique, comme deux corps qui s'attirent. Et on pourrait dire que très probablement il a été influencé par son métier, puisqu'on comprend bien que le médecin, c'est celui qui travaille sur les corps. Alcibiade aussi est un jeune qui se disait ami ou amant de Socrate, qui le suivait d'ailleurs partout, qui est aussi un personnage qui va prendre la parole pour dire ce qu'il entend par amour. Eh bien, Alcibiade va utiliser une fiction inspirée d'un mythe, fiction selon laquelle à l'origine l'homme était porteur des deux sexes, il était mâle et femelle à la fois. Et c'est à la suite d'un péché qu'il sera séparé en deux parties et chacune ira de son côté et l'amour consiste à la retrouvaille de ces deux moitiés pour constituer ou reconstituer l'unité primordiale, l'unité initiale. On allait même dire originelle pour utiliser un terme de la religion. Quand vient le tour de Socrate de prendre la parole et de dire ce qu'il entend par amour, comme à son habitude, il dira que lui, il ne sait pas. Alors, sur ce propos, il ne sait pas,
il faut peut-être, n'est-ce pas, prêter une petite attention. C'est Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Il aimait le proclamer partout. Mais là aussi, il y a à se demander si celui qui ne sait rien peut philosopher. Et d'ailleurs, le texte auquel nous avons affaire aborde aussi, n'est-ce pas, cette question-là. Et que donc, c'est comme une sorte d'explication de ce propos de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Pour situer le philosophe dans l'ordre du savoir, pour situer le philosophe dans l'ordre de la connaissance. Mais Socrate rappelle qu'il a eu un entretien sur cette question-là avec une prêtresse, une femme sans doute qui est chargée de garder un lieu de culte. Et Socrate aimait se rendre dans ces lieux de culte. Socrate rapporte que c'est cette prêtresse-là du nom de Diotim, dont le nom est au tableau ici. C'est cette prêtresse-là qui lui dira ces mots-là. Et c'est exactement cela notre texte. Voilà ce que dit Diotim. Elle a dit « Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants. Car l'ignorance a ceci précisément de fâcheux que, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. » À ces mots, Socrate rapporte qu'il a interrogé Diotim pour dire ceci. Quels sont donc, Diotim, ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants, ni les ignorants? Diotim reprend la parole pour dire à Socrate, un enfant même comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux. Et l'amour est de ceux-là. Donc voilà le texte qui nous préoccupe. Et en le commentant, il me semble que nous aurons aussi explicité la signification, le sens des vocables constitutifs du mot philosophie, philène et sophia. Amour de la sagesse ou aimer la sagesse. Mais pour expliquer un texte aussi, il faut peut-être, comme nous l'avons fait la dernière fois, pour ce qui concerne le texte de Jean-Pierre Vernant, l'interroger, lui poser des questions. J'ai dit que je préfère cela parce que les apprenants comprennent mieux et réagissent mieux face à une question que devant, n'est-ce pas, certaines affirmations, à l'exemple de demander à un élève de ressortir la thèse d'un texte. Car si l'apprenant ne sait pas ce que c'est qu'une thèse, il aura précisément à la ressortir ou à la faire ressortir d'un texte. Donc ce texte, sans doute, il répond à une préoccupation, à une question, ou si l'on veut, à un questionnement. Il s'agit peut-être de déterminer cela. Et sur ce point-là, on pourrait dire que le texte là répond à la question « Qui philosophe ?» Parce qu'il faut faire attention. Certains diraient, ce texte répond à la question « Qui est philosophe ?» Alors, quand tu dis « Qui est philosophe ?» là,
tout est centré sur le sujet. Mais quand tu dis qui philosophe, là tu as affaire à un statut. Et j'allais même dire à un statut épistémologique, dans le sens où il s'agit de situer le philosophe relativement au savoir, relativement à la science, relativement à la connaissance. Quand déjà on lit ce texte, on le voit clairement, parce qu'on parle de savants, on parle des dieux qui savent, on parle des ignorants qui sont aussi dans un certain rapport au savoir. Donc, où situer en réalité l'activité philosophique? Parce qu'on dit qui philosophe? On a conjugué le verbe philosopher, acte de philosopher. Qui philosophe? Et non pas qui est le philosophe. Donc, ici, il s'agit de situer l'acte de philosopher dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre du savoir. Voilà pourquoi nous parlons de statut épistémologique du philosophe. Quel rapport le philosophe doit-il avoir avec le savoir? Quel rapport l'ignorant a avec le savoir? Quel est le rapport que le savant ou les dieux ont par rapport au savoir? À toutes ces questions, il y a des réponses dans le texte. Et si on se demande aussi, ce texte-là, il traite quel problème? On peut répondre, ce texte-là explique l'étymologie. Ce texte-là explique ce que signifie philosophie, l'étymologie. Autrement dit, donc, le texte a pour objet de définir la philosophie. Maintenant, pour ce qui concerne l'analyse elle-même, n'est-ce pas, du texte, il y a à expliquer ce que signifie les dieux ne philosophent pas. Et pourquoi les dieux ne philosophent pas? Pourquoi les savants ne philosophent pas? Pourquoi les ignorants ne philosophent pas? Les dieux ne philosophent pas, dit-on dans le texte, parce qu'ils savent déjà. Maintenant, quand on dit les dieux, certains peuvent être choqués, notamment lorsqu'ils croient en l'existence d'un seul Dieu. Mais il faut tout simplement dire que cette société grecque à laquelle appartient Socrate, Platon, est une société panthéiste, société dans laquelle on croyait en l'existence de plusieurs dieux. Voilà pourquoi ce type de langage est utilisé ici. Donc les savants, les dieux savent déjà, ils sont omniscients, dit-on. Le savant, comme le mot l'indique, c'est quelqu'un qui sait. L'ignorant, il ne sait pas, mais il croit savoir. Et parce qu'il croit savoir, il se comporte comme le savant. Il a une attitude identifiable à l'attitude du savant. Une attitude identifiable à l'attitude des dieux, pour citer le texte. Or, quand on sait, dit-on, ça signifie qu'on ne désire plus devenir savant, car on sait déjà. Sur ce mot de désir, il faut peut-être le distinguer du besoin. Le besoin, il peut être inconscient. On peut avoir besoin d'une chose sans savoir qu'on en a besoin. Ça peut être inconscient. Mais le désir, lui, il est toujours conscient. C'est pourquoi moi, je préfère qu'on parle du désir de philosopher. Ce qui signifie que le sujet philosophique est conscient. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il écrit. Il est conscient. Maintenant, ce mot de besoin,
on peut peut-être l'appliquer à une dimension de la métaphysique. Puisque précisément, il y a ce qu'on appelle la métaphysique ordinaire, la métaphysique commune, que l'on désigne d'ailleurs par l'expression vision du monde, qui peut être effectivement collective, c'est-à-dire appartenir à une société particulière. Là, on peut parler de besoin métaphysique, dans le sens où la métaphysique serait une simple vision du monde qui n'est pas encore réfléchie. Donc, désirer, c'est tendre vers un objet dont on a conscience, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il nous manque, et qu'il faut le chercher pour peut-être satisfaire à quelque chose d'impérieux que nous ressentons à l'intérieur de nous. Donc c'est ce désir-là qui n'existe pas, justement, chez les dieux, qui n'existe pas chez les savants, qui n'existe pas non plus chez les ignorants. Et c'est pour cette raison que ces trois catégories de personnages ne philosophent pas. Mais la difficulté ici, et je crois que Socrate l'a perçu, ou en tout cas il feint de la percevoir, c'est où ranger alors le philosophe ou la philosophie. Le philosophe, peut-on dire qu'il n'est pas un dieu, qu'il n'est pas un savant, qu'il n'est pas un ignorant? Ou si l'on veut tout simplifier, comment peut-on échapper ou à l'ignorance ou à la science? Comment peut-on ne pas être l'un des deux? Ici, je crois, Diotim elle-même, dans un passage que nous n'avons pas sous les yeux, dira qu'il y a des gens qui croient que ou bien les choses sont noires ou alors elles sont blanches. On appelle ça le manichéisme. Eh bien, justement, la philosophie est capable de réfléchir sur des éléments tout à fait contraires et opposés. Et certains diront sur la contradiction. Platon a inventé une technique de pensée qu'on appelle la dialectique, qui permet de réfléchir sur la contradiction et de la dépasser. Donc le fait de dire que ou bien les choses sont noires, ou bien alors elles sont blanches, relève quelque part de l'ignorance, de l'incapacité, n'est-ce pas, à réfléchir de manière dialectique. Et quand Socrate a posé la question à Diotim, Diotim a un peu ironisé en disant même un enfant comprendrait tout de suite. Un enfant. Un enfant, en effet, c'est celui qui ne sait pas encore, c'est l'innocent qui n'a pas assez vécu pour avoir certaines expériences. Donc ce qu'un enfant ne comprend pas, ce qu'un enfant comprendrait tout de suite, on ne voit pas pourquoi Socrate ne le comprend pas. Mais c'est seulement peut-être une petite, j'allais dire, ironie. Mais malgré cela, on a quand même, n'est-ce pas, une réponse qui peut ne pas satisfaire un esprit manichéen. Parce qu'on voudrait situer cette place du philosophe dans l'espace du savoir, quelque part entre la science et l'ignorance. Au milieu, c'est l'idée qui est suggérée ici dans le texte. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'idée selon laquelle l'amour serait à la même place. Ou à défaut à une place très très voisine. Voilà pourquoi, si on demande qu'est-ce que la philosophie, on pourrait dire la philosophie c'est l'amour.
précisément parce que la philosophie n'est pas savoir. On a dit que Pythagore avait décliné, n'est-ce pas, cette appellation. Il n'aimait pas être appelé sage et il a dit que lui, il était un prétendant au savoir. Il apparaît aussi dans ce texte-là que le philosophe n'est pas un sage et que l'acte de philosopher n'est pas un acte, n'est-ce pas, savant. Dans le sens où le philosophe est dans une autre relation à l'objet et au savoir, il est dans un autre rapport au savoir. Quand on sait, on n'a plus besoin de chercher, on ne désire plus chercher. Mais là aussi, si on doit faire une objection, parce qu'il faut le rappeler, la consigne du commentaire de texte, c'est d'expliquer et de discuter un texte. On l'explique et on le discute. C'est ça la consigne. Il ne faut pas seulement expliquer sans discuter. Parce que justement, il n'y a de philosophie précisément que lorsque le sujet lui-même s'engage à valider ou à invalider une thèse, une proposition, une idée. Et c'est dans la discussion que le candidat a le loisir de mettre en avant ses propres pensées, a le loisir d'exprimer sa liberté de penser. Donc, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec l'auteur, mais on n'est pas non plus toujours obligé à aller dans son sens. Il faut peut-être objecter, dans le sens où on n'est pas d'accord avec l'auteur lorsqu'on a des arguments pour le remettre en question. Si aussi on sent, et c'est notre raison, n'est-ce pas, qui nous dicte, que celui-là, ce qu'il dit, est conforme aux prescriptions de la raison, ce serait peut-être faire dans la mauvaise foi que de remettre en question ce qu'il a dit. Il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas forcer les arguments, il ne faut pas, comme on le dit, faire des coups de force. Il faut tout simplement aller dans le sens de l'auteur, puisque ce qu'il dit nous semble vrai, bien dit. Seulement, cette fois-ci, il faut chercher d'autres arguments pour appuyer sa thèse. Autrement, on risque de répéter ce qu'on a déjà expliqué dans la discussion. Donc, la discussion ne consiste pas en une répétition de ce qui a déjà été expliqué. Si on est d'accord avec l'auteur, on cherche par nos lectures, notre culture, la connaissance des œuvres, des arguments pour aller dans son sens. Si on a des arguments pour montrer notre désaccord, eh bien dans ce cas-là, on fait une objection critique. Donc la consigne, c'est d'expliquer et de discuter. Et tout le monde voit l'intérêt de la discussion, parce que c'est là où l'apprenant engage ses propres idées. Maintenant, si nous devrons formuler une objection à l'endroit de cette participation de Socrate au banquet, qui, je le rappelle, rapporte un entretien qu'il avait eu avec Diotim comme participation au banquet, justement, on pourrait chercher du côté du Ménon. Cette œuvre, je l'avais citée durant le cours précédent. Dans le Ménon, quand Socrate a invité Ménon à définir ensemble la vertu, car Ménon croyait savoir ce qu'est la vertu, Ménon a objecté à Socrate ceci. Socrate,
comment peut-on chercher ce qu'on ne sait pas? Alors, si vous revenez un peu en arrière sur le texte de Jean-Pierre Vernant, regardez bien, il a lié la question d'origine et la question de l'identité. Donc, si tu cherches une origine historique, il te faut savoir la nature, connaître la nature de l'objet dont tu cherches l'origine. Il a dit que les deux questions, la question de l'identité et la question de l'origine, proprement historiques, sont inséparables. Voilà ce qu'il dit. Donc, quand maintenant on objecte à Socrate, Socrate, peut-on chercher ce qu'on ne sait pas? Évidemment, cette objection, il me semble, est très pertinente. Et pour peut-être trouver une réponse à cette objection-là, formulée par Ménon à Socrate, qui l'invitait justement à chercher ce qu'est la vertu, alors que Socrate avait dit que lui, il ne sait pas ce que c'est que la vertu. Là, Socrate a été obligé d'emprunter à un mythe, un vieux mythe pythagoricien, la clé, la solution pour la solution à ce problème, la réponse à cette question. Eh bien, Socrate a dit que notre âme connaît déjà tout, elle est éternelle, elle est immortelle, et parce qu'elle a vécu plusieurs vies, elle a eu le temps et le loisir de tout connaître, de tout savoir. Mais à la naissance, ça signifie la rencontre d'une âme et d'un corps. Sans doute à cause du corps, l'âme oublie. Et Socrate dit que philosopher, c'est se souvenir, c'est chercher à se souvenir, c'est faire un effort de mémoire pour se rappeler. Donc c'est l'âme qui fait cet effort-là, pour se rappeler ce qu'elle savait déjà, mais qu'elle a oublié lorsqu'elle a rencontré un corps par la naissance. Naturellement, si la naissance est la rencontre d'un corps et d'une âme, la mort est leur séparation. Et c'est pourquoi, dans l'apologie, lorsque Socrate a été condamné et qu'il fallait purger sa peine, sans doute en disant au revoir à ses camarades, il leur a dit, entre vous et moi, je ne sais pas qui est le plus heureux. Vous allez continuer à vivre et moi je vais vers la mort. Socrate était convaincu qu'il était plus heureux parce que, dit-il, la mort, ce n'est rien de plus que la séparation de son corps et de son âme. Or, le corps emprisonne l'âme. Le corps est la source des vices, des besoins et des désirs qui éloignent d'habitude l'esprit de la vraie préoccupation qui consiste à chercher la sagesse. Donc, Socrate croit que c'est par la mort que son âme va rejoindre l'Hadès, lieu où sans doute vont l'attendre les âmes d'autres personnes célèbres qui l'ont précédé, n'est-ce pas, vers l'Hadès. Donc, là, il y a des gens qui peuvent croire à une sorte de suicide, comme par exemple lorsqu'on dit, et c'est un propos d'ailleurs de Socrate, que l'on prête à Socrate, philosopher c'est apprendre à mourir. Là aussi, il faut bien comprendre que chez Socrate et chez Platon, ce qui peut mourir en l'homme, c'est son corps. L'âme est immortelle, c'est clair. Donc, quand on dit philosopher, c'est apprendre à mourir, ça signifie tout simplement philosopher, c'est apprendre à s'élever. Et c'est ça qu'on appelle ascétisme. Et cette forme
cette manière d'être, j'allais dire, n'est pas seulement occidentale, on la retrouve chez les Asiatiques, on la retrouve, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde et dans toutes les sociétés. Il y a des gens que nous appelons sages, qui ont appris précisément à s'élever au-dessus, n'est-ce pas, des préoccupations ordinaires de l'homme, ces préoccupations, n'est-ce pas, quotidiennes. Donc, la philosophie, on l'a définie comme amour de la sagesse, mais elle est plutôt amour que sagesse. Mieux, elle est anti-sagesse, car elle commence toujours par remettre en question le savoir établi.